Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voici l'heure de Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique, avec les titres de cette actualité ce matin, Tam. Que s'est-il passé le 1er mai dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? L'épisode a été qualifié d'attaque par le ministre de l'Intérieur, tandis que des vidéos montrent qu'il pourrait s'agir de manifestants fuyant les charges des forces de l'ordre. Les parlementaires demandent des comptes au gouvernement. La loi pour une école de la confiance, rebaptisée loi Blanquer, arrive au Sénat. Avant son examen en séance, la commission de la culture et de l'éducation a profondément remanié le texte gouvernemental et veut mettre fin à une mesure polémique, le regroupement école primaire-collège. Enfin, le Sénat a adopté hier en première lecture une proposition de loi pour permettre aux Français de se désengager sans frais de leur mutuelle. Un texte venu de la majorité de la République En Marche à l'Assemblée nationale et une mesure très attendue par les associations de consommateurs. La polémique autour de l'intrusion dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qualifiée dans un premier temps d'attaque par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, s'est invitée hier, dans l'hémicycle. Le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, a demandé à la ministre de la Santé présente au Sénat de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Regardez et écoutez. Je voudrais simplement savoir ce qui s'est réellement passé hier dans cet hôpital. Hier soir, les premiers mots étaient extrêmement durs. Exaction, attaque irresponsable, beaucoup, j'ai envie de dire, d'événements et de propos, peut-être mettant de l'huile sur le feu, si vous me permettez l'expression, notamment portés par le ministre de l'Intérieur. Très vite, des témoignages contraires ont montré que peut-être nous étions en face d'un mouvement de panique et de personnes qui voulaient simplement se sauver et se protéger d'actions qui ne les concernaient pas, donc de manifestants pacifiques qui se sont retrouvés en grande difficulté et qui ont cherché dans l'hôpital un lieu de protection. Faut-il suivre les conclusions de M. Castaner ou faut-il plutôt vous suivre, puisque manifestement vous avez été bien plus prudente dans votre explication il y a quelques heures. Merci de bien vouloir informer la représentation nationale de la réalité des faits. Et écoutez la réponse de la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui s'était rendue quelques heures plus tôt à la Pitié-Salpêtrière. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a une enquête en cours puisqu'il y a un dépôt de plainte par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et peut-être pour être vraiment clair avec vous, je pense qu'il y a eu différents temps. C'est-à-dire un temps à l'entrée de l'hôpital, au niveau des grilles, puis un temps sur une passerelle qui menait à une réanimation. Et donc je pense que l'enquête clarifiera les responsabilités, la volonté d'agression ou pas, en fonction de ces différents moments. Je n'irai pas plus loin puisque l'enquête est en cours. Au Sénat, la présidente du groupe communiste réclame quant à elle la création d'une commission d'enquête sur les conditions d'organisation et de maintien de l'ordre le 1er mai 2019 à Paris. Pour Eliane Assassi, je la cite, « La lumière doit être faite sur les événements survenus dans l'enceinte de la Pitié-Salpêtrière ». Nous reviendrons sur cette actualité avec mon invité dans un instant, le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud. Hier, en séance, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi pour permettre aux Français de se désengager sans frais de leur mutuelle. Un texte venu de la majorité de la République En Marche et de l'Assemblée nationale qui traduit l'une des annonces d'Emmanuel Macron de décembre et une mesure très attendue par les associations de consommateurs. Regardez. En revanche, hier soir, le Sénat a rejeté la proposition de loi socialiste reconnaissant le crime d'écocide. L'objectif de la gauche sénatoriale était d'inscrire dans la loi cette notion de crime contre l'environnement calquée sur le génocide pour mieux punir les actes de pollution volontaire. Explication d'Adrien Develay. Avant de peut-être rentrer dans la loi française, l'écocide doit être défini. Communément, on entend par crime d'écocide la destruction délibérée et totale d'un écosystème. Parmi les différents types d'écocides, on retrouve l'épuisement complet des ressources d'une zone, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou de bois par exemple, la mise en danger d'un écosystème, comme par la déforestation ou certaines agricultures intensives, et le trafic international d'espèces protégées qui sont installées dans cette zone. Les crimes les plus graves peuvent causer des dommages irréversibles aux écosystèmes et aux populations. Le cas qui a réintroduit la notion d'écocide dans le débat international a été l'affaire Texaco, toujours en jugement aujourd'hui. En 1964, le groupe pétrolier américain installe des concessions en Équateur. 30 ans plus tard, il quitte la région sans dépolluer le site.
Il laisse derrière lui des dizaines de millions de litres de résidus toxiques, contaminant l'air, la terre et l'eau, dévastant l'écosystème autour des anciens puits de forage. Depuis 1990, plusieurs tentatives ont visé à réintégrer la notion d'écocide dans le droit international, sans succès à ce jour. Voilà, on poursuit l'examen de l'actualité parlementaire dans un instant. Rémi Féraud, sénateur de Paris, est notre invité. À tout de suite. Bonjour Rémi Féraud, merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Rémi Féraud, bonjour. Comment réagissez-vous à cette grande confusion qui règne quant aux circonstances de l'intrusion qui a eu lieu mercredi dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? On a parlé dans un premier temps d'attaques à notamment Christophe Castaner et des vidéos ont montré des gens plutôt fuyant les charges de la police. Très probablement, il n'y a pas eu d'attaque. Et cette affaire est absolument incroyable. J'ai été comme beaucoup, et j'espère presque tout le monde, extrêmement choqué en apprenant dimanche soir cette attaque qui finalement visiblement n'en est pas une contre le service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière. Aujourd'hui se pose une question. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a menti volontairement? Est-ce que c'est un cynisme de plus de la part du gouvernement? Ou est-ce que c'est une erreur qui manifeste davantage de l'incompétence? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-il pour vous la tentation d'instrumentaliser la situation pour vous de la part du ministre de l'Intérieur? Probablement, oui. Une nouvelle fois, le gouvernement a ce pouvoir a vraiment du mal avec la vérité. Et le 1er mai, et quand les deux se confondent, voilà, ça donne l'affaire Benalla l'année dernière, visiblement cette affaire de la Pitié-Salpêtrière cette année. Je crois qu'aujourd'hui, et Patrick Kanner l'a demandé hier, il faut que le Sénat, la commission des lois, auditionne Christophe Castaner, lui demande de s'expliquer, pourrait être aussi le cas de l'Assemblée nationale, mais enfin, elle a du mal, l'Assemblée, à auditionner les ministres pour les mettre en cause, en difficulté sur leur gestion lorsqu'ils le méritent. Donc j'espère que le Sénat va prendre l'initiative très rapidement. Nous avons besoin d'explications de la part du ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous iriez même plus loin? On voit la demande de commission d'enquête de la part de la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi. Est-ce que vous la suivez? Est-ce que ce serait utile que les parlementaires aillent jusqu'à une commission d'enquête? Si les faits et ce qui va se passer dans les jours prochains le nécessitent, pourquoi pas? À ce stade, je crois qu'il faut vraiment demander au ministre de l'Intérieur de s'expliquer et franchement, il ferait bien de faire aussi attention à sa crédibilité, à celle du gouvernement dans son ensemble. Peut-il rester ministre de l'Intérieur pour vous aujourd'hui après ces propos? Ce n'est pas à moi d'en décider à ce stade, qu'il s'explique d'abord et nous verrons ensuite. Mais il y a un vrai problème de gestion politique. En plus de celle du maintien de l'ordre de la part de ce gouvernement. 5 mois de crise, un peu plus maintenant. Notre pays n'a jamais connu ça depuis des décennies. Et un gouvernement qui continue à ronronner, à ne pas prendre la mesure de la situation. Tout de même, pour modérer légèrement, la réaction de Christophe Castaner, n'y a-t-il pas eu aussi un emballement médiatique généralisé? On voit aussi que Martin Hirsch, le président de la PHP, parle lui aussi d'une bande de manifestants casseurs qui étaient dans une tentative d'intrusion violente dans le service de réanimation. Il n'y a pas eu que le ministre de l'Intérieur? C'est ça la question. Ont-ils été mal informés? Ont-ils au contraire voulu eux-mêmes manipuler? Y a-t-il d'autres éléments que ce matin nous n'avons pas et d'autres vidéos qui prouveraient autre chose? Moi je veux rester... Des personnes peut-être mal intentionnées par ailleurs? Tout à fait, je veux rester prudent. En tout cas, il semble que la vérité ne soit pas celle que les autorités nous aient donnée le 1er mai au soir, et cela en soi est grave. On est en tout cas à la veille de l'acte 25 des Gilets jaunes. Rémi Féraud, les manifestations se poursuivent plus ou moins fortement tous les samedis. Qu'est-ce que vous en dites, que cela peut continuer ou qu'il faut que ça s'arrête, et comment? Mais les manifestations, le droit de manifestation, il est constitutionnel et je suis pour la liberté de manifester. L'ambiance émeutière, samedi après samedi, comme vous le dites depuis 25 samedis à Paris, dans d'autres grandes villes aussi en France, ça n'est plus supportable, ça n'est plus possible. Quels sont les effets pour Paris de ces manifestations à répétition? Pardon, excusez-moi. Quels sont les effets pour Paris de ces manifestations à répétition? C'est une ambiance qui se dégrade, une qualité de vie qui se dégrade, une attractivité aussi touristique, économique qui se dégrade, des commerces qui sont contraints de fermer ou qui perdent beaucoup de chiffre d'affaires parce que beaucoup de clients ne viennent pas, des millions d'euros de dégâts sur les biens privés, mais aussi sur les biens de la ville de Paris. Un gouvernement d'ailleurs qui tarde
à s'engager vraiment à participer à leur remboursement. Je suis proche d'Anne Hidalgo, on travaille beaucoup ensemble. Depuis 5 mois, elle et son équipe passent leur temps à protéger, à défendre leur ville, à la réparer aussi chaque samedi soir, chaque dimanche. Ça ne peut plus durer. Et il y a des questions de maintien de l'ordre, bien sûr, mais il y a aussi une question politique. Il faut une réponse politique désormais. Toujours sur Paris, une petite question sur la réduction de la vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien. C'est ce que préconise un rapport qui va être remis à Anne Hidalgo prochainement. Est-ce que pour vous, il faut aller jusque-là? On sait que ça pourrait être impopulaire auprès d'une partie des Franciliens. Et très populaire auprès d'autres parce que la question de la pollution de l'air, de la place de la voiture, elle concerne tout le monde. C'est un rapport qui d'ailleurs n'a pas été commandé par Anne Hidalgo, mais qui réunit tous les groupes du Conseil de Paris, qui montre d'ailleurs que les esprits évoluent, puisqu'il y a tous les groupes politiques du Conseil de Paris, y compris la droite, et c'est assez consensuellement que nous proposons d'aller vers les 50 km/h sur le périphérique. Pourquoi ? Pour transformer ce qui est aujourd'hui une autoroute en pleine ville en un boulevard urbain. C'est-à-dire où on roule à une vitesse raisonnable par rapport à ce qui est un environnement urbain. Il y a des centaines de milliers de Parisiens, mais aussi de banlieusards qui habitent près du périphérique et qui ont droit à une amélioration de leur qualité de vie. Rémi Ferraud, un mot également de l'actualité parlementaire avec le projet de loi Blanquer pour une école de la confiance qui a été largement modifié par le Sénat en commission. Retour d'abord sur les modifications apportées par le Sénat et on en parle juste après. Les explications de Samia Dechir. Un texte mal préparé, mal rédigé, mal expliqué. Le Sénat ne mâche pas ses mots contre le projet de loi Blanquer sur l'école. La commission de la culture a tout simplement supprimé la mesure la plus contestée, la possibilité de fusionner écoles primaires et collèges dans certains territoires. Dans les territoires, il y a des élus, il y a des maires, il y a des enseignants, il y a des directrices et des directeurs, et il y a des parents. Et tous nous ont dit cet article est mal écrit, il nous inquiète, on ne le comprend pas, tout simplement parce qu'il est arrivé par un amendement de l'Assemblée nationale, sans étude d'impact, sans concertation, sans dialogue social, aucun dialogue avec les organisations syndicales, aucun dialogue avec les organisations d'élus. Et après, on s'étonnerait qu'il y ait de l'incompréhension. Critiques sur la méthode, les sénateurs déplorent aussi des manquements sur le fond. Pour la commission, le texte n'apporte pas, en l'état, les garanties que ces fusions écoles primaires et collèges ne pourront se faire qu'avec l'accord des acteurs concernés sur chaque territoire. Il faut que les maires aient une sorte de droit de veto. S'ils pensent que ce n'est pas nécessaire à leur territoire, il ne faut pas le faire. Il faut que les communautés éducatives soient consultées. Il faut que toute évolution de l'emprise de l'établissement soit aussi soumise au vote des collectivités. Et il faut bien que sur chaque site, il y ait un directeur avec toutes les fonctions du directeur. Avec ces garanties, les sénateurs seraient alors favorables à la possibilité de fusionner écoles primaires et collèges sur les territoires volontaires. Plusieurs amendements en ce sens sont en préparation. Supprimée en commission, la mesure pourrait donc bien revenir sous une nouvelle mouture lors de l'examen en séance prévue du 14 au 16 mai. Rémi Ferraud, est-ce que la version sénatoriale de la réforme Blanquer est pour vous aujourd'hui plus acceptable ? Oui, il y a des amendements très importants qui ont été adoptés en commission au Sénat hier. Pour nous, ce projet de loi Blanquer, il est soit inutile, soit dangereux. Et il y a beaucoup de double discours d'ailleurs dans ce que dit le ministre. Donc nous avons des points qui nous inquiètent énormément, pour lesquels il y a eu des avancées hier en commission au Sénat. Je pense notamment à la place et à la pérennité des directeurs d'école. Oui. Je pense à la question des jardins d'enfants, qui est un enjeu très important à Paris. J'espère que ces modifications, ces amendements pourront durer jusqu'au texte définitif, parce que c'est vraiment très important. Et auquel cas vous pourriez voter le texte ? Je ne le pense pas, mais nous sommes là pour faire notre travail de parlementaire, pour améliorer aussi des textes et mettre des garde-fous. Pour conclure, un mot sur la reconstruction de Notre-Dame. Un projet de loi a été adopté hier en commission à l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment un régime dérogatoire aux règles de l'urbanisme pour pouvoir aller plus vite. Et puis cette fameuse réduction d'impôt de 75% pour les dons des particuliers en dessous de 1 000 €. Est-ce que pour vous, c'est un bon texte ? C'est un texte imparfait, mais c'est un texte nécessaire. Oui, il faut aller vite, sans pour autant faire n'importe quoi. Et oui, il faut encourager les Français à participer à la reconstruction. Je pense même qu'il faut aussi encourager et aider les Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc
aller aussi, pas seulement vers une réduction fiscale, mais vers un crédit d'impôt. Sur les règles d'urbanisme, il faut avoir un texte qui soit, qui encadre bien les choses. Mais oui, dans la polémique, je suis persuadé qu'il ne faut pas non plus traîner, laisser le temps dériver. Donc, qu'il y ait la possibilité d'aller vite me paraît une bonne chose. Rémi Féraud, sénateur de Paris, vous avez été directeur de campagne d'Anne Hidalgo en 2014, vous êtes ex-maire du 10e arrondissement. On a parlé des 50 km/h sur le périphérique tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que Paris n'est plus circulable, impraticable, perturbations partout, totalement saturé, un cauchemar, disent les taxis et les syndicats de chauffeurs de taxi, travaux à répétition, rive gauche, rive droite, plus circulable. Qu'est-ce que vous expliquez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là? Ceux qui disent cela de manière un peu caricaturale. C'est vrai, quand on regarde, je regardais à l'instant, mais font partie même ce matin, le trafic routier à Paris. Font partie de la petite minorité qui roule en voiture. La très grande majorité des Parisiens et des Franciliens sont en transport en commun, et pour les Parisiens, très nombreux. Mais il y a des gens qui travaillent, qui sont obligés d'utiliser leur voiture. 90% de ceux qui travaillent vont au travail en transport en commun, et heureusement, nous sommes décidés Paris à transformer le modèle pelleteuses, avec des palissades partout. C'est une autre question. Il y a en ce moment. Vous circulez dans Paris, vous voyez comme nous. Tout à fait. Il y a en ce moment beaucoup de travaux. Certains sont dus à des chantiers privés et de réseaux. Certains sont des travaux menés par la ville de Paris. Ils sont nécessaires, ils sont provisoires. Je pense à l'aménagement des pistes cyclables ou à l'aménagement des places de la Nation ou de la Bastille. Ce sont des travaux qui dureront jusqu'à cet été. Et cet été, pour ce qui est notamment des voies cyclables ou de la place de la Bastille et de la place de la Nation, à la fois la circulation reviendra à un état normal, mais surtout nous aurons des espaces publics. Parce qu'il y a les JO de 2024 qui sont en prévision, qui ne sont pas si loin. Est-ce qu'on est certain que ça s'améliorera? En termes d'aménagement de l'espace, oui. Et en termes de congestion de trafic liée à des travaux, bien sûr. Il faut un peu de patience. C'est toujours un moment difficile à passer. On l'a connu dans le mandat précédent, place de la République. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde est heureux d'avoir la place telle qu'elle est. Merci Rémi Féraud, sénateur de Paris socialiste. On passe à l'agenda au Sénat. Eh bien, on va passer également aux agendas avec les temps forts de la semaine prochaine. Mardi matin prochain, il y aura l'audition de Franck Riester, le ministre de la Culture, sur la réforme de la distribution de la presse. Un projet de loi qui trouve ses racines dans la crise grasse connue par le distributeur Presstalis et qui a pour objectif d'ouvrir le secteur à de nouveaux acteurs à partir de 2023. Un texte qui sera examiné au Sénat en première lecture à la fin du mois. Et puis cela sera une semaine européenne dans l'hémicycle, puisque mardi à 14h30, le Sénat discutera d'une proposition de résolution sur la politique agricole commune. Les sénateurs sont fermement décidés à défendre coûte que coûte cette politique européenne indispensable pour les agriculteurs français. Et jeudi matin, à 10h30, les sénateurs débattront dans l'hémicycle du traité de stabilité européen. L'occasion de parler bien sûr de la fameuse barre des 3% de déficit dénoncée par le groupe communiste, qui demande d'ailleurs ce débat. Merci Tam. On passe à l'œil 2 dans un instant, un éclairage. Oui, je disais l'œil éclairé de Quentin Calmet. Bonjour Cyril Viguel. Le vendredi, bonjour Quentin Calmet. Bonjour Tam. Bonjour Quentin. Et comme chaque vendredi, on va revenir avec vous sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs et surtout sur les événements du 1er mai. Oui, et dès le départ, sur le sens de ce 1er mai, on a vu le ton monter entre certains sénateurs et le président de la République sur les réseaux sociaux. C'est parti d'un message d'Emmanuel Macron que je vais vous lire. Le 1er mai est la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu'ils savent que par le travail, nous construisons l'avenir. Merci de porter ces valeurs et d'œuvrer chaque jour pour notre nation. Un message qui n'a pas du tout plu, notamment aux sénateurs socialistes, comme Rémi Féraud, qui était sur votre plateau il y a un instant. Regardez, il a tweeté en reprenant le message d'Emmanuel Macron, mais en disant « Quelle honte ce tweet un 1er mai de la part du président de la République » avec un émoticône fâché. Et certains sont allés plus loin. Regardez, je vais vous montrer un deuxième tweet de sénateur socialiste, Martial Bourquin, qui a dit « La signification du 1er mai présentée par Macron en dit long sur son idéologie. Ce détournement avait déjà été tenté en d'autres temps par Pétain. Triste référence. » Les sénateurs qui sont aussi bien sûr revenus
sur les événements de la Pitié-Salpêtrière. Exactement. Alors il y a eu plusieurs temps, effectivement, au fur et à mesure qu'on a su tout ce qui se passait, tout ce qui s'était passé autour de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mais tout d'abord, les sénateurs se sont indignés en ayant les premiers témoignages, notamment celui de Martin Hirsch, également avec le mot attaque qui avait été utilisé par Christophe Castaner. Regardez Roger Carucci qui a dit le 1er mai, des dizaines de manifestants ont fait irruption à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est allé jusqu'à dire jusqu'où va aller cette hystérie collective. La justice doit sévir. Autre message d'une sénatrice LREM qui elle aussi s'est indignée en disant « ahurissant, impensable, inexcusable cette intrusion à l'hôpital Pitié-Salpêtrière ». Et donc il faut dire qu'à ce moment-là, la seule version qui circule, c'est celle du ministre de l'Intérieur avec ce témoignage du président des hôpitaux de Paris. Mais très rapidement dans la journée, un renversement va s'effectuer. Effectivement, on l'a vu, au fil de la journée, la version de l'attaque a été contredite. Alors comment ont réagi les sénateurs ? Eh bien, ça a commencé par ce rappel au règlement en séance que vous avez diffusé tout à l'heure en ouverture d'édition de Patrick Kanner, le président des sénateurs socialistes, qui a demandé à ce qu'on puisse faire toute la transparence sur ces faits. Il est allé plus loin sur Twitter. Regardez, nouvelle bavure, il a utilisé le mot bavure, du ministre de l'Intérieur, point d'interrogation. L'analyse objective des faits de la Pitié-Salpêtrière et leurs commentaires pour le moins hasardeux justifient pleinement la convocation que je vais solliciter de M. Castaner devant la commission des lois du Sénat. Même son de cloche chez le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui a dit « Le ministre de l'Intérieur doit cesser de mettre de l'huile sur le feu et maintenant s'expliquer sur ses déclarations démenties par les faits ». Il a même tweeté au passage l'article de Libération qui dément effectivement l'idée d'une attaque sur la Pitié-Salpêtrière. Et enfin, voilà, le summum est atteint avec le tweet de la présidente des communistes au Sénat qui a effectivement demandé que l'on crée une commission d'enquête sur les événements de la Pitié-Salpêtrière. D'ailleurs, avec un intitulé, une commission d'enquête sur les conditions d'organisation et le maintien de l'ordre du 1er 2019 qui fait sourire parce que ça rappelle effectivement la commission d'enquête Benalla à l'Assemblée nationale qui était vraiment très proche de ces termes-là. Et justement, le parallèle avec l'affaire Benalla, un autre sénateur l'a fait, c'est Rachid Temal. Regardez son message. Il a écrit décidément ce gouvernement a un rapport particulier avec la vérité lors des 1er mai, Benalla en 2018 et cette année avec Castaner. Et il a repris la une de Libération qui est beaucoup commentée. C'est la une de ce matin qui fait beaucoup réagir. Oui, les 1er mai se suivent et se ressemblent. Merci beaucoup Quentin. Quentin Calmet. Et puis on signale l'affaire Benalla, votre coulisse d'une enquête qui est un documentaire formidable qui est diffusé en ce moment sur notre enquête sur le Canal 13. Bravo. Quentin Calmet, on passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Voilà, on commence par La Voix du Nord, Tam qui consacre sa une au sauvetage d'Ascoval. Une bonne nouvelle, les salariés poussent un ouf de soulagement ce matin. Et oui, c'est d'ailleurs le titre qui a été choisi par le quotidien, le soulagement, quelques mois après la reprise avortée d'Ascoval par l'industriel franco-belge Altifort. La lumière vient donc d'outre-Manche, alors même que nous baignons dans cette incertitude du Brexit. L'anglais British Steel a vu hier son offre de rachat validée par le tribunal de Strasbourg. L'épilogue d'une lutte de longue haleine pour les 270 salariés d'Ascoval dont on voit les profils encore concentrés, encore inquiets en une de La Voix du Nord. Ils ne tombent pas dans l'euphorie, précise le quotidien. Voilà, il y a un Premier ministre en campagne à la une de la Charente Libre. On continue cette revue de presse, le Premier ministre qui est en Charente. Et oui, le Premier ministre assure en région le service après-vente des mesures annoncées la semaine dernière par Emmanuel Macron. Comme le président de la République, le voilà, qui renoue avec le terrain, qui bat la campagne charentaise en l'occurrence. Il a été question de pouvoir d'achat, de mobilité, de dépendance, nous explique la Charente Libre. Édouard Philippe a hier profité de son déplacement dans un centre de formation des apprentis pour annoncer une mesure très populaire, la baisse du coût du permis de conduire de 30%. Et justement, la baisse du coût du permis de conduire est à la une de Ouest France. C'est le permis de conduire bientôt moins cher, pratiquement 30% parfois. Le premier quotidien français qui entre dans les détails des mesures évoquées par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur hier pour baisser le coût du permis, développement de l'apprentissage sur simulateur et boîte automatique, conduite supervisée, portail en ligne. L'objectif, c'est d'avoir aussi un permis de conduire plus rapidement, mais sans diminuer la qualité de la formation compte tenu des enjeux de la sécurité routière qui sont très chers à Édouard Philippe, on le sait.
Bref, il faut faire vite et bien. Toutes ces dispositions seront mises en partie dans la loi d'orientation des mobilités examinée à l'Assemblée nationale à la fin du mois. Et puis on va faire marche arrière, c'est dans la dépêche du midi, marche arrière sur les 80 km/h. Pas sûr que ce soit à 80 km/h. Oui. Il faut dire que les 80 km/h, c'est le caillou dans la chaussure du gouvernement depuis déjà de longs mois. Un sujet qui a bien crispé les relations entre les Français, notamment le monde de la ruralité et le gouvernement. Emmanuel Macron, on se le rappelle, a promis des assouplissements dès le début du grand débat. Et du côté de ses troupes, ça suit déjà. Le député LREM de Haute-Garonne, Mickaël Nogal, propose d'aménager les sanctions en cas de petits dépassements de vitesse avec un simple rappel à la loi pour les dépassements compris entre 1 et 9 km/h. Et puis on termine avec le Télégramme. C'est une arnaque planétaire de pratiquement 1 milliard, je crois, au placement sur Internet, Tam. Et oui, une escroquerie mondiale, promesse de rendement très intéressant, faux site bancaire, interlocuteurs formés à la manipulation mentale. Ce sont les moyens employés par un réseau international d'escroquerie en ligne. Bref, ne croyez pas ceux qui vous promettent la lune, la face cachée n'est jamais loin. Merci beaucoup Tam. Et bon week-end à vous. On passe à la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de perturbations. On se retrouve après. Ensuite, le Zap Matin de Christophe Combarieux. Ce sera ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques, mais également chez nos confrères ce matin dans les autres matinales d'info. À tout de suite. Merci beaucoup Cyril, au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Hier, aux environs de 16h, une foule éparse s'introduit dans l'enceinte de l'hôpital. Les grilles de cet hôpital étaient fermées, elles étaient cadenassées. Il y avait un vigile derrière chaque entrée qui était fermé pour laisser passer la manifestation. Et il y a eu une volonté claire de forcer les grilles puisque les chaînes ont été cassées. Immédiatement, des forces de l'ordre se lancent à leur poursuite, créant un mouvement de panique. Vouloir s'introduire dans un hôpital de cette façon n'est pas excusable. Je le dis comme je le pense. Et ça choque légitimement un très grand nombre de Français. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. Je pense qu'il y a un emballement politicien, bien sûr, de la part du gouvernement qui essaie encore une fois de stigmatiser les manifestants et manifestantes. On est très loin de ce qu'on a voulu indiquer, c'est-à-dire des manifestants voulant interrompre une salle de rentrée de force, une salle de réanimation, voulant dégrader l'hôpital. Ce qui me paraît extrêmement grave, c'est le comportement du ministre de l'Intérieur qui invente des informations pour discréditer les gens, pour créer du trouble, pour créer des tensions, un mauvais état d'esprit où on se dit mais mon Dieu, dans quel pays sommes-nous? On en est à attaquer les hôpitaux. Ben non, personne n'a attaqué cet hôpital. Il n'y a aucune raison, je suis désolée, et surtout pas devant les forces de l'ordre, quand on n'a rien à se reprocher, d'aller fracturer un portail et notamment d'un hôpital. Donc il faut arrêter toujours de trouver des bonnes excuses ou excuser ce qui n'est pas excusable. Depuis maintenant 2 jours, on a un énorme numéro de faux cul du gouvernement. Sur quoi ? Entendre Christophe Castaner nous dire « Je regrette que la manifestation du 1er mai ait été volée par les casseurs ». Mais enfin, c'est le gouvernement qui, depuis des jours, a tout fait pour que le seul angle
à travers lequel on parle des manifestations du 1er mai, ce soit les violences. On est dans la polémique sur l'anecdote et qu'on ne regarde pas la situation, qui sont des manifestations très violentes du 1er mai, des policiers qui entendent en boucle « on n'aime pas les forces de l'ordre, on n'aime pas la police, suicidez-vous ». Enfin, mettez-vous 2 minutes à leur place. Je ne pense pas que la gravité de ce qui s'y est passé mérite une commission d'enquête parlementaire. Il y a des choses qui mériteraient bien plus d'enquête. C'est-à-dire que vous n'appelez pas non plus à la démission du ministre de l'Intérieur, comme le font certains. On est en campagne électorale, donc tout le monde raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Moi, je préfère ne pas faire ça. Voilà, vos rendez-vous du week-end. Demain, je vous retrouve pour le JT des territoires à 7h30. Et puis dimanche, à 7h30, pareil pour Territoire d'Info. Lundi, on recevra Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Elle sera notre invitée en direct sur ce plateau. Bon week-end à tous. Merci de votre fidélité.